Hmm. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un petit cours en ligne puisqu'en ce moment, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est utilisée par les étudiants et les enseignants à travers une mobilisation générale comme un lieu de débat et par conséquent que les cours ne s'y déroulent pas, mais enfin comme vous voyez on peut le faire autrement. Voilà, alors je voudrais poursuivre ensemble le cours sur amour et pouvoir, amour et politique, c'est-à-dire la façon dont le domaine du pouvoir s'empare, utilise la disposition humaine à l'amour. Alors, comme vous vous en souvenez, on a travaillé sur les notions d'identité, sur les notions d'intégration, sur le mariage, avant et après le mariage en quelque sorte, sur d'autres thèmes. Et aujourd'hui, je voulais qu'on en arrive à parler du sexe, de la sexualité. Alors, je vais vous faire une petite introduction pour expliquer notamment pourquoi il y aura 3 parties à ce cours: répression, normalisation et inspiration. Alors, petite introduction. Ce que je voudrais que vous reteniez de ce cours, pour l'essentiel, c'est cette tripartition. Comment est-ce que le pouvoir réprime la sexualité? Comment est-ce que, plus collectivement, on produit de la norme quant à la sexualité? Et comment cette production de normes est afférente au domaine du pouvoir? C'est ce qu'on verra à la fin. Et enfin, une modalité plus légère et plus difficile à saisir, c'est-à-dire comment les domaines du pouvoir inspirent par ailleurs la façon dont on construit la sexualité dans une société donnée à un moment donné. Alors, le cœur de cette introduction, c'est une mise en garde qu'en quelque sorte, je me suis adressé à moi-même. J'ai eu immédiatement l'intention de traiter ce sujet exclusivement par le biais de la répression. Et il m'a semblé que c'était une vision très naïve de la collaboration à travers laquelle on constitue le pouvoir et les domaines du pouvoir et de la manière à travers laquelle on l'incorpore et on le construit collectivement. C'est pourquoi je me suis proposé de le faire en vraiment 3 temps: répression, normalisation, inspiration. Alors, ces 3 domaines-là ne sont pas exclusifs les uns aux autres, ils se superposent souvent, mais néanmoins on peut voir à travers eux une forme de progressivité dans le rapport au pouvoir. Dans un cas, on contraint, on réprime, on sanctionne, et il y a une influence directe. Dans un second cas, c'est une création collective d'influence, une création collaborative d'influence. Et dans un troisième cas, c'est une influence discrète. Donc là, on a une progressivité, mais on verra qu'un même fait peut être à la fois assimilé à de la répression et à de la normalisation. Bon, dernière petite remarque avant de commencer. C'est un sujet vexant. C'est un sujet vexant parce qu'on a l'impression que, puisque tout est social dans le sexe, alors plus rien n'est humain, spontané, je ne sais pas quoi encore. Alors, je pense que c'est une vision très contemporaine de la sexualité, qui oppose en quelque sorte pulsion et surmoi, qui oppose le ça au surmoi. Mais moi j'aimerais bien comprendre ce qui dans la pulsion est social. Les animaux d'ailleurs sont-ils des simples êtres de pulsion? Est-ce qu'il n'y a pas de l'influence sociale dans les pratiques sexuelles des animaux? Je serais très intéressé. Est-ce qu'on doit voir d'ailleurs l'humain dans sa caractéristique bestiale et asociale comme un être qui se jette sur sa proie sexuelle pour en user? Ça me paraît très faux tout cela. Et en fait je crois plus simplement que, en regardant ce qui est social dans la sexualité, on se donne les moyens, dans un érotisme propre et singulier, au moins de jouer avec cette production de normes et de s'en, non pas émanciper totalement, mais au moins de devenir plus libre par rapport à cette création de normes. Alors par contre, je vous demanderai de ne pas vous vexer, même si effectivement c'est un exercice qui est vexant. Alors, par ailleurs, je vais aller extrêmement vite parce que c'est un format YouTube, puis parce qu'il menace de pleuvoir dans ce charmant
cette charmante ville de Brantôme où je me trouve actuellement. Et donc voilà, je vais aller vite parce que c'est YouTube et parce que c'est Brantôme et qui menace de pleuvoir. Or donc, le plus important, c'est de retenir cette progressivité et cette mise en perspective, en quelque sorte, de la corrélation entre le domaine du pouvoir d'un côté et 3 niveaux d'impact sur la sexualité que sont répression, normalisation et influence. Alors d'abord, la répression, c'est le plus facile. Quand est-ce qu'on parle de répression ? Ben simplement quand la société identifie un crime et qu'elle le sanctionne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors par exemple, l'interdit de l'inceste. Ensuite, on peut penser à des formes de répression très spectaculaires. Par exemple, celle qui illustre les manuels de confession du XIVe siècle, que cite par exemple Jean Delumeau dans le péché et la peur, la culpabilisation en Occident, XIIIe, XVIIIe siècle, pardon. Par exemple, il nous donne un extrait du Confessio Generalis Brevis et Utilis, donc un manuel de confession qui nous dit les différentes fautes sexuelles par ordre de gravité croissante, donc c'est de plus en plus grave: le baiser impur, le toucher impur, la fornication, la débauche, l'adultère simple, l'adultère double, le sacrilège volontaire, le rapt et le viol d'une vierge, le rapt et le viol d'une femme mariée, le rapt et le viol d'une nonne. Vous voyez la progression, hein. C'est beaucoup plus grave de violer une nonne qu'une jeune femme. L'inceste, la masturbation, les positions inconvenantes entre époux, les relations sexuelles non naturelles, la sodomie, la bestialité. Donc en d'autres termes, la zoophilie est plus grave que la pédophilie. Ça, on pourrait l'entendre, mais la masturbation est plus grave que la pédophilie. Donc là, vous voyez littéralement la matière première d'un arsenal répressif de la sexualité. Elle est normée en vue d'une répression. La norme définit un crime, le crime définit une sanction. Bien. Alors, on voit ça à travers de nombreux autres éléments. Il y a eu une répression organisée de l'homosexualité, par exemple, qui va beaucoup plus loin dans les siècles que ce Confessio Generalis Brevis et Utilis. Il existe une répression de la prostitution, il existe une répression de l'adultère, il existe une répression dans certaines sociétés de la non-virginité au mariage. Bon, cette répression peut être sanctionnée légalement ou sanctionnée moralement par une institution religieuse ou par une institution juridique, mais néanmoins, on va parler de répression dès lors qu'il y a dans votre sexualité quelque chose d'identifié comme étant criminel et qui fait l'objet d'une sanction. Alors, ça peut être une condamnation à mort et à de multiples sévices dans une société moyenâgeuse. Ça peut être une condamnation morale confère Every Sperm is Sacred, la sublime chanson des Monty Python. Bref. De manière plus récente, on est en train de modifier par exemple l'âge du consentement sexuel. Donc ça, vous voyez, on identifie un crime, avoir fait l'amour avec quelqu'un avec un consentement, mais néanmoins avant l'âge à partir duquel on peut reconnaître ce consentement comme un consentement, et d'autres pratiques qui font l'objet d'une répression. Mais c'est plus compliqué, on est déjà à la marge. Prenez par exemple l'excision ou la circoncision. Une femme en Égypte qui n'est pas excisée, elle ne fait pas l'objet d'une punition. Ni l'islam écrit ou porté par le grand moufti de l'université d'Al-Azhar, ni la loi égyptienne impose l'excision et identifierait la non-excision comme un crime. Mais par contre, elle ne trouvera pas de mari. Et elle sera considérée comme sale, comme impure, et elle fera l'objet d'une répression morale par, j'allais dire ses compatriotes, oui, hommes et femmes. Alors quand vous avez plus de 96% d'une population féminine qui se trouve excisée dans une telle situation, et que néanmoins il n'y a pas d'interdit, on se trouve vraiment à la frontière entre répression et normalisation. Je dis la frontière parce que c'est ce qu'il y a de plus étonnant, cette pratique-là a été un développement spontané de la société civile. Et vous voyez où se niche le pouvoir à cet endroit-là. Et en l'occurrence, le pouvoir d'une certaine pratique communautaire et religieuse en Égypte. Bien. Qu'on pourrait rapprocher du développement du pouvoir salafiste des frères musulmans en Égypte. Alors je voudrais maintenant basculer sur la normalisation, la production de normes. Et là encore, ce qui est le plus important, ce n'est pas les différents thèmes sexuels que je vais évoquer, c'est le fait que le pouvoir peut s'emparer
du sexe, de la sexualité des uns et des autres, s'exprimer jusque-là à travers la répression, mais aussi à travers la production de normes. Prenez des exemples comme, on était sur des politiques des corps avec l'excision et la circoncision, prenez par exemple tout simplement le choix des sexes. Alors vous savez par exemple que contre le pouvoir, aujourd'hui, et ça pose un énorme problème en Chine, la société civile chinoise a développé un certain nombre de pratiques qui font qu'il y a aujourd'hui 120 garçons pour 100 filles en Chine. Alors, il s'agit là d'une violence sur les sexes qui crée ensuite une réalité de la vie sexuelle et notamment une frustration terrible d'hommes qui font face à une rareté des femmes. Mais j'ai un exemple qui me paraît plus frappant encore. Il existe dans les pays occidentaux une pratique de la sélection à la naissance des sexes, et notamment qui vient frapper les personnes intersexes, c'est-à-dire, c'est comme ça que je les appelle parce que je ne connais pas du tout le sujet et que ça correspond à des représentations probablement plus classiques, les hermaphrodites. Alors ces personnes intersexes, elles sont maintenant la plupart du temps agressées dans leur corps enfantin pour être corrigées et être poussées hormonalement à être soit homme, soit femme, et non pas ce troisième sexe. Or, cette politique, qui n'est pas le fruit d'une décision étatique, et l'intersexualité n'a jamais été identifiée comme un crime, produit une modification de la vie sexuelle, puisque je ne parle pas des genres, ni des choix sexuels des uns et des autres, ou des goûts, ou des identités. Dès lors qu'on abolit ce sexe-là, ce troisième sexe, dès lors on transforme la vie sexuelle des uns et des autres. Alors, il existe des évolutions législatives récentes à ce sujet. En 2013, par exemple, l'Allemagne autorise la déclaration indéterminée pour le sexe des nouveau-nés à l'état civil. En 2015, à Malte, la loi Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics interdit explicitement les traitements et ou interventions chirurgicales d'attribution de sexe qui peuvent être réalisées plus tard, au moment où la personne peut donner son consentement éclairé, sauf circonstances exceptionnelles. 2015, un jugement du tribunal de grande instance de Tours, frappé d'appel, permet à une personne intersexuée d'obtenir que la mention sexe neutre soit indiquée sur son état civil. On voit cette espèce de tâtonnement. Donc 2017, défenseur des droits produit un avis 43 qui recommande... Non, ça c'est, excusez-moi, c'est l'appel de note de bas de page de la page Wikipédia. Recommande la mise en place d'un principe de précaution ainsi que la création d'un fonds d'indemnisation pour la réparation des préjudices subis par les personnes intersexes. Bon, il existe toute une actualité là-dessus, mais vous voyez littéralement que, à cet endroit-là, le collectif s'empare, pour le coup, réellement de la matière première de la vie sexuelle des membres d'une communauté. Alors, il y a des biopolitiques qui s'en sont emparés aussi. Et là encore, plus par la prévention que par la répression. Les politiques de lutte contre la syphilis, avec quasiment des annexes des commissariats dans les bordels, ou même la lutte contre le sida, c'est passé par des formes de biopolitique, des cours d'éducation sexuelle dans lesquels on est très proche de la répression, mais on n'y est pas réellement, puisque le point de départ, ce n'est pas l'identification d'un crime qu'on viendrait sanctionner, mais la volonté de faire de la prévention. Alors ensuite, on peut imaginer de la normalisation de manière beaucoup plus simple dans l'évolution des mœurs. Prenez par exemple l'évolution du droit à la vie sexuelle pour les personnes handicapées, notamment dans les pays scandinaves. Considérer les rites d'adultère organisés dans différentes sociétés à différents moments. Pour ceux qui ont travaillé sur les trobriandais, les fameux trobriandais de Malinowski, pensez au bukumatula. Qu'est-ce que c'est qu'une bukumatula ? C'est pas du tout un interdit, c'est l'ouverture par le collectif de maisons de célibataires, dans lequel on peut avoir à un moment de sa vie un certain type de vie sexuelle. Vous voyez là comment, dans la production de normes, on le fait. Bon, évidemment, la normalisation, pour moi, la plus grande, la plus forte, elle se situe du côté de la pornographie. Voilà. Alors quand on a plus de 80% des femmes et plus de 97% des hommes qui consomment de la pornographie, qui se masturbent très uniformément sur des contenus qui sont uniformes, même s'ils sont présentés sous forme de catégories, chacun croit qu'il peut avoir une catégorie dans laquelle il se masturbe à peu près le même temps. On regarde d'ailleurs que ces catégories changent plutôt par nation que par région, sous-région, sous-culture. Avec par exemple un grand goût des Français pour la catégorie dorette. On a là un travail du collectif, c'est-à-dire qu'on produit un comportement de sexualité extraordinairement stéréotypé. Donc on produit de la norme en commun. En d'autres termes,
La pornographie, c'est un genre de police des mœurs. Euh, alors, ce sont des contenus qui sont négociés collectivement, mais inconsciemment, et qui sont très difficiles à démêler. Mon exemple préféré dans la pornographie, c'est quand je travaillais là-dessus, j'en avais discuté avec une actrice qui me montrait tous les stéréotypes avec le format, donc pipe P1, P2, P3, anal, queue et jack. Et à travers ça, en gros, une femme nue, rasée, presque imberbe, qui après avoir fait de nombreux baisers féminins, on parle vraiment du stéréotype, euh, se retrouve à recevoir le sperme de son très très viril bonhomme dont on ne voit pas le visage sur un de ces petits hôtels préfabriqués, c'est-à-dire ses fesses ou sa poitrine, ou son visage, bien sûr. Alors, une fois qu'on a ça et qu'on le regarde symboliquement, on peut voir une image de la femme qui participe de l'oppression des femmes. On peut voir deux corps complètement objectivés, mais dans des rapports de domination pas du tout égaux. On peut voir... Et puis on peut voir d'autres choses qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter culturellement, notamment quand on travaille sur l'histoire de la sexualité. On peut voir une femme qui est infidèle, on peut voir une femme qui ne fait pas l'amour pour avoir des enfants, et on peut voir une femme qui est insatiable, c'est-à-dire un parfait portrait de Lilith. Et donc des hommes incapables de satisfaire leurs femmes, incapables d'avoir des femmes fidèles, et qui ne sont pas dans la procréation. On a là un objet qui est profondément ambigu, même si, évidemment, massivement, il déploie des images de violence par rapport aux femmes et des images de domination. Et néanmoins, il déploie une image de la femme qui est complètement incompatible avec l'essentiel des dominations qu'elle subisse. Donc c'est un objet qui est extrêmement bizarre et à qui on a confié la production de la norme de la sexualité aujourd'hui dans notre pays. Mais vous voyez comment c'est fait de manière collaborative. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus collaboratif. C'est collaboratif dans la consommation, mais c'est encore collaboratif dans la production. Bien. Alors. Pour ce qui est de la troisième partie, l'inspiration. Je voulais vous lire, mais j'ai pas vraiment le temps. Je vous donnerai la référence. Des contes érotiques amérindiens et notamment des populations Tupi-Guarana. Et donc voilà, des contes qui viennent de la forêt amazonienne, qui ont été identifiés dans le livre dont je vous parle comme des contes érotiques. Ça s'appelle Fricassé de Marie. Et je soupçonne même qu'en réalité, pour les locuteurs de ces contes-là, pour les premiers qui les ont dit dans leur langue originelle, il s'agissait en réalité pas du tout de contes érotiques, tout simplement de contes, mais dans une culture dans laquelle, dans un conte normal, il y a tout à fait simultanément du politique, du magique, de l'anthropophagie, du sexe, et puis c'est absolument normal. Bien. Alors, dans ces contes-là, vous allez avoir en permanence une très très grande proximité du monde animal et quasiment pas de rupture entre le monde animal et le monde humain, et le monde végétal et le monde humain. Par exemple, il y a deux contes sur l'utilisation de sextoys. Alors il y en a un, c'est un jeune homme qui n'arrive pas du tout à avoir de conquête féminine et qui tombe amoureux d'un arbre et qui commence à lui parler amoureusement, puis à lui faire l'amour frénétiquement. C'est un arbre qu'il identifie à une femelle et il devient quasiment fou de cet usage et il finit par demander à son meilleur ami de lui donner la mort. Enfin bref, c'est relativement compliqué, mais on assiste à un homme qui tombe amoureux de son arbre et qui lui fait l'amour passionnément en divisant sa personnalité pour lui parler. L'autre conte qui décrit l'utilisation de sextoys, c'est une jeune femme qui a un grand appétit sexuel mais qui n'a pas du tout envie de se marier et qui donc se construit un godemichet. Et alors c'est des contes très joyeux avec un vocabulaire très paillard en quelque sorte. Et c'est tout d'ailleurs le talent de cette traduction-là que je vous propose en référence parce qu'elle est aussi paillarde en français, c'est pas une mauvaise traduction trop littérale. Et alors, elle se fait un godemichet, seulement le problème c'est qu'un jour, dans cet objet dont elle s'estime consciencieusement,
un espèce de myriapode s'introduit et puis ils finissent par coloniser son ventre et elle est obligée de s'allier avec des champignons auprès duquel elle laisse traîner son sexe pour que, attirés par ces odeurs-là, les animaux s'échappent en quelque sorte. Dans de nombreux autres contes, on verra comment est-ce que les individus pratiquent leur vie sexuelle avec des animaux, avec des esprits, se transforment eux-mêmes en animaux. Donc énormément d'allers-retours à l'intérieur du sexe, entre le végétal, l'animal et l'humain. Sans pour autant qu'il soit à aucun moment question d'une quelconque zoophilie, ni même que le passage d'un état à l'autre, végétal, animal, humain, soit marqué par une quelconque frontière. Ce qui nous amène tout simplement à penser, et par ailleurs, bon évidemment, dans ces contes-là, je dis évidemment, il y a, du fait de leur origine culturelle, une grande présence de l'anthropophagie qui est essentiellement féminine dans sa mise en scène, là où les hommes sont plutôt des espèces de brutasses un peu idiotes. Donc voilà, les femmes sont des dévoreurs d'hommes et de sexe d'hommes, et de sexe de femmes aussi d'ailleurs, ce qui correspond par ailleurs, on le sait par exemple chez les Tupinamba, pour tous ceux qui ont travaillé sur ce rituel à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, quand on travaille sur l'anthropophagie rituelle des Tupinamba, etc. Bon. Confère un texte d'Alfred Métro magnifique sur cette pratique rituelle-là. Bien, alors, pourquoi je vous amène tous ces éléments ? Simplement pour vous montrer que dans ces domaines-là, c'est pas la sexualité qui a déterminé la culture, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils avaient cette sexualité-là qu'ils ont développé une culture dans laquelle nature et culture étaient quasiment pas distincts, animal, végétal et humain pouvaient se familiariser, et que par ailleurs ils sont devenus anthropophages. C'est une influence générale de la culture aux alentours sur la sexualité. Bien. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'il s'agit d'une influence. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur ce qui influence la nôtre, et probablement un simple détour sur Internet vous convaincrait que c'est la société industrielle et c'est à la fois l'industrie et la numérisation. C'est-à-dire quand la pratique la plus commune de la sexualité chez les individus, c'est d'allumer un ordinateur, d'allumer un navigateur Internet, de se brancher sur un site, de regarder des contenus standardisés par petite catégorie de famille, par communauté de consommateurs, et d'obtenir en un temps record une performance sexuelle purement individuelle, avec des individus qui sont propres, rasés, standardisés, etc. Même si évidemment vous pouvez regarder une vidéo de plushing, mais dans le fond ça ne sera pas tellement différent. Vous voyez comment est-ce que... Ah oui, et puis avec ces super robots là qui obtiennent des performances extraordinaires dans la jouissance des femmes fontaines. Vous voyez, dans le fond, et il faudrait regarder aussi les pratiques d'SM, de bandage, ce serait intéressant. Comment est-ce qu'il existe aussi une influence ? Donc, on reprend, tout bêtement. Maintenant qu'on en a un petit peu fait le tour ensemble, il y a de la répression quand la société identifie un crime et qu'elle sanctionne, il y a de la production de normes collaboratives, et il y a, sans même qu'on y pense, des formes d'influence de la sexualité. Alors, quel est le rapport avec le pouvoir ? Bien. Alors, que ce soit dans le cadre d'une influence directe, d'une influence collaborative ou d'une influence indirecte, il me semble qu'on peut en dire ceci en reprenant les fameuses catégories de Ballandier des 4 domaines du pouvoir: intérieur, extérieur, ambiguïté, sacralité. Bon. En ce qui concerne le respect de l'ordre intérieur, j'y placerai évidemment, même si ça peut correspondre aussi au respect de l'ordre extérieur, le choix. À qui j'ai accès, à qui je n'ai pas accès. Tout ce qui a rapport avec l'inceste et avec l'alliance. Alors, et l'adultère. Toujours dans le respect de l'ordre intérieur, l'âge, qui correspond aussi à la question de à qui j'ai accès, à qui je n'ai pas accès. Le statut des personnes à qui j'ai accès, mais encore le statut qui nous est donné une fois qu'on a telle ou telle pratique sexuelle. Évidemment, toujours en rapport avec l'ordre intérieur, mais aussi avec la sacralité,
les positions qui sont proposées. Ensuite, la signification de la sexualité, son poids sur la structure familiale, son poids sur la structure interindividuelle, pour moi, ça rentre toujours dans l'ordre intérieur. Et enfin, jusque dans... Et là, c'est plutôt des influences indirectes, mais toujours dans l'ordre intérieur, l'organisation de l'accès au plaisir du sexe, l'organisation de l'accès au sexe. Bien. Alors, dans ce qui relève de l'ambiguïté, c'est-à-dire la justification des inégalités, évidemment, la définition des genres, la définition des rôles sexuels genrés, la justification des dominations sexuelles et la justification par la domination sexuelle des dominations dans la société réelle, les violences faites sur le choix des sexes, sur la fluidité entre les genres, etc., etc. En ce qui concerne la sacralité, on pourrait développer, si j'avais pas une telle menace de pluie au-dessus de la tête, toute une réflexion sur le sexe des dieux, mais enfin, tout simplement, on est vraiment dans le registre de la sacralité, c'est-à-dire de cette alliance primitive entre un ordre des choses, ordo rerum, et l'ordo hominum, l'ordre des êtres humains, la somme des interdits qui nous paraissent primordiaux. Et on est vraiment de ce côté-là, du côté de la répression, du manuel de confession. Mais par exemple, il me semble évident qu'aujourd'hui, la pédophilie est entrée en sacralité. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'ordre des choses, et donc dans l'ordre humain, que c'était criminel. Et par conséquent, pour le dire autrement, c'est tellement dans l'ordre humain que tout nous laisse à penser, tout se passe comme si, qu'en réalité, cet interdit-là relevait plutôt de l'ordre des choses, l'ordre du sacré. On touche au sacré quand on touche à l'enfant. Bien. Alors, c'est intéressant pour moi de conclure là-dessus, parce que, en ce qui concerne la répression de la sexualité, la normalisation collaborative de la sexualité et l'influence de la sexualité par le pouvoir, il y a un talent nécessaire du pouvoir qui consiste à disparaître, à s'effacer et à faire croire que cela relève de vos goûts. C'est toute la ruse du pouvoir, et ce en de nombreux domaines, que de faire croire à une spontanéité du surmoi, à une spontanéité de l'interdit, à une spontanéité du dégoût, à une spontanéité de ce qui est en réalité incorporé. En d'autres termes, à une innéité de ce qui est acquis. On fait passer l'acquis pour de l'inné. On fait passer le déterminant politiquement pour un déterminé naturel. En d'autres termes, tout le talent du pouvoir, c'est de vous faire croire que c'est vous qui avez envie de vous masturber sur YouPorn. C'est vous qui avez envie d'aller sur bataille de catch d'hommes et de femmes nus ou de personnes noyées dans des piscines avec des dildos dans le ventre. Ou au contraire d'avoir une sexualité softcore, absolument basique, normale, comme tout le monde, etc. Toute la ruse du pouvoir, c'est de faire penser que ce qui vous dégoûte est dégoûtant, et donc vous dégoûte avant que vous soyez formaté par la société, ou encore que tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous séduit en quelque sorte spontanément, que ça vous correspond à vous. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut complètement généraliser et qu'on pourrait appeler, en suivant en ce sens Sophie Poirot-Delpech d'ailleurs, l'oubli, la nécessité de l'oubli. La société a besoin d'oublier qu'elle est là, et le pouvoir a besoin de faire oublier qu'il est là. C'est à ça que sert l'ordo rerum, c'est à ça que sert le cadre général qui doit laisser à penser que la société est plus qu'un simple compromis à l'intérieur d'une série de rapports de force. À travers cette astuce de la société, cette ruse de la société, elle se fait en quelque sorte oublier. Dans un autre passage, Georges Ballandier nous rappelle que la meilleure ruse du pouvoir, c'est d'organiser sa propre contestation. C'est d'être la source de sa propre contestation et de savoir la ritualiser. De la même manière, le pouvoir a absolument besoin de faire croire à chacun
qu'il se positionne naturellement exactement là où on veut qu'il soit. Alors, je ne suis pas du tout dans une approche complotiste, il s'agit simplement d'identifier le fait que la sexualité, comme les autres pans de la vie sociale, est investie, est modifiée collectivement, est influencée par le pouvoir et donc forme une des briques qui nous rend compatibles avec le maintien de l'ordre et donc avec le maintien du pouvoir. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fini mon sprint, il n'a pas plu, je suis très content. La semaine prochaine, on se retrouvera. Je compte vous parler plutôt maintenant de la façon dont la politique est vécue à l'intérieur du couple. Voilà, on aura et en famille. J'essaye vraiment de vous donner un espèce de panoptique de la façon dont les domaines du pouvoir et le domaine du politique habitent avec nous, coexistent avec nous et meublent jusqu'à notre disposition, l'expression de notre disposition à aimer en couple, au lit, en famille, dans le mariage, notre prochain, dans les processus d'identité et production d'identité et d'appartenance. Voilà, à bientôt.